Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe au Parlement bruxellois pour Défi. D'abord, je voudrais profiter de ce moment d'étude. Aujourd'hui, c'est le CEB. Je n'ai pas été voler une des questions du CEB, parce que ça, il faut faire attention. Mais par contre, j'ai été prendre une question du bac, question de dissertation du bac. Et vous allez voir, elle est un peu dans l'actualité et je voudrais que vous la commentiez. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Ça vous fait penser à quoi, ça, Emmanuel Debock? Ah, c'est un excellent sujet. Tout ce qui est légal n'est pas toujours juste, et tout ce qui est juste n'est pas forcément légal. C'est finalement un thème antique, depuis Antigone jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce que nous devons respecter comme règle est moralement juste? Est-ce qu'on ne doit pas transgresser la règle quand elle est injuste? Je crois qu'il y a moyen effectivement de disserter pendant des heures et des heures en faisant finalement toute l'histoire contemporaine depuis l'Antiquité, en parlant de tragédies romaines actualisées. Je vous disais Antigone, Danouille, qui a été mis au goût du jour, mais Aristote, la question de la médiété, de la justice sociale, de la justice, du juste milieu aussi, de pouvoir avoir des actes qui sont en adéquation avec la morale, c'est important. Et ce qui se passe aujourd'hui, SAMU social, c'est tout à fait. On est dans cela parce que, en fait, est-ce qu'il faut des lois pour avoir un comportement éthique ou exemplaire? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de lois. Et moi, je suis triste, quelque part, de voir qu'il faille aujourd'hui faire des lois qui décrivent les comportements qu'il ne faut pas faire pour pouvoir les rendre applicables à ceux qui estimaient que, manifestement, ils n'avaient besoin de règles aucunement pour pouvoir dépasser des plafonds de rémunération totalement indécents. Est-ce que le juge suprême, c'est l'électeur? Est-ce que c'est pas l'électeur de juger, finalement? C'est effectivement l'électeur. Le problème, c'est que, en attendant, si je puis dire, il y a des pratiques marginales qui se sont imposées chez certains et qui ont sali, parce que moi je suis très triste de ce qui se passe, qui salissent en fait finalement toutes celles et tous ceux qui honnêtement font leur travail. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai dit hier d'ailleurs à la Commission, on doit incarner cette rupture. Le ministre-président doit incarner cette rupture, et nous parlementaires, la jeune génération en particulier, tout parti confondu, on doit avoir cette exigence d'exemplarité. Personne n'est parfait, mais en tout cas, on ne peut pas accepter de fermer les yeux devant de tels comportements. Alors, vous parliez du ministre-président, justement. Aujourd'hui, Rudy Vervoort a présenté une étude qu'il avait commandée pour un peu, finalement, confirmer, objectiver sa vision des choses, c'est-à-dire diminuer le nombre de conseillers communaux, diminuer le nombre d'échevins et peut-être voir diminuer le nombre de députés en région bruxelloise. Donc, il dégaine une étude scientifique. Ça veut dire qu'il a vraiment... il a le driving seat, comme on dit. C'est lui qui a en main la politique de la nouvelle gouvernance à Bruxelles? En tout cas, en tant que ministre-président, c'est ce que je disais, c'est lui qui doit l'incarner. Et effectivement, en objectivant, en faisant appel à des universitaires pour remettre un avis circonstancié, il, quelque part, part du problème théorique. Et puis après ça, il y a le problème politique. On sait bien qu'à Bruxelles, on n'est pas en région wallonne ou en région flamande, où il n'y a pas de minorité, si je puis dire, à protéger. Quel est le problème à Bruxelles? C'est effectivement d'avoir des quotas de néerlandophones surreprésentés. Si demain on diminue le nombre d'élus, qu'est-ce qu'il se passe? Moi, je ne suis pas d'accord d'encore tronquer, par exemple, le suffrage universel. Vous savez, il y a 20 ans, quand la région bruxelloise a été créée, il n'y avait que 10% de députés flamands à la région bruxelloise. On est passé 10 ans plus tard avec un quota de 20%. Où finalement le siège néerlandophone est 2 fois moins coûteux et où on a tronqué quelque part le suffrage universel. Il ne s'agit pas, sous prétexte de bonne gouvernance, de faire n'importe quoi et de faire en sorte finalement que certains soient mieux représentés que d'autres. Mais par contre, sur le nombre d'élus, on l'a toujours dit, ça mérite objectivation dans un certain nombre de communes. Et j'étais le premier à le dire aussi ces derniers mois. On a 200 bourgmestres et échevins. Il y a sans doute moyen de fusionner. Par exemple, président de CPS et échevin de l'Action sociale, on n'a pas besoin de 8 à 10 échevins dans un certain nombre de communes. On peut peut-être réduire un petit peu la masse, si je puis dire, et payer à temps plein des gens pour faire leur charge. Et alors, en matière de mandat, de cumul de mandats, laquelle doit être la politique? Puisque maintenant, le PS a l'air de suivre très très fort écolo, et donc vraiment décumul intégral, mandat unique, vers où va-t-on? Qu'est-ce que propose... Si le Parti socialiste a choisi cette voie-là, il n'a pas besoin de règles pour se l'appliquer. Ça pourrait être une règle interne, et effectivement, tous les mandataires socialistes pourraient se l'appliquer comme les mandataires écolos le font. Il ne faut pas forcément une loi pour se l'appliquer. Si c'est pour juste montrer que c'est la solution miracle pour qu'il n'y ait plus de dépassement de la règle,
je la trouve mauvaise, cette règle. Pourquoi ? Parce que M. Mayer et Mme Peretta ne cumulaient pas, en l'occurrence, une fonction de député et de bourgmestre. Au contraire, ils n'avaient qu'une seule des deux fonctions, mais par contre, ils avaient cumulé toute une série de petits mandats à gauche et à droite qu'ils estimaient en fait sortant du radar et ne devant rendre de compte à personne. Et c'est finalement la course au mandat, la course aux petits mandats privés ou publics qui a fait qu'ils ont dépassé, qu'ils avaient 220 000 € de rémunération. Et finalement, si vous regardez, au Parlement, les parlementaires sont les plus transparents. Tout est sur le site de la Cour des comptes. Il n'y en a aucun qui dépasse la règle des 150%. C'est public. Et finalement, qui on doit aller chercher ? Ce sont les petits mandataires locaux qui ont aligné les mandats à gauche dans des cabinets ou des fonctions dans des SBL qu'ils ont créés. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Et donc c'est pour ça que Défi propose quoi ? Il propose le plafonnement des rémunérations. On dit tout mandat confondu, même les rémunérations privées, 150% maximum. Et c'est ça qui sera, pour moi, la meilleure manière de lutter contre celles et ceux qui ont triché avec la règle. Alors, vous parliez de Mayer, Peretta, donc SAMU social. Il y a une grosse question, et vous avez participé à cette question-là. Beaucoup de gens se disent, mais quand est-ce qu'ils vont rendre l'argent ? D'autres disaient, mais est-ce qu'ils peuvent rendre l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème juridique ? Et vous avez été chercher un ancien texte de loi qui permet de dire, oui, ils doivent rendre l'argent, c'est ça ? Oui, donc moi j'étais d'abord scandalisé de voir que le cabinet Utendahl avait finalement été utilisé par le SAMU social et donc par les fonds. Je pose la question, est-ce que c'est les fonds publics ? Ou est-ce que c'est les fonds des donateurs qui servent à payer le cabinet Utendahl au SAMU social ? C'est une bonne question. On pourra peut-être y répondre. La commission d'enquête pourra effectivement y apporter une réponse. J'ai noté que la loi de 2003 sur le contrôle des subventions, et pour l'anecdote, M. Mayer était en séance ce jour-là à la Chambre, il l'a votée, elle oblige que tout un chacun fasse la transparence sur les subventions, que la subvention accordée aille à l'objet social. Or, ici, la subvention n'a pas été à l'objet social, elle n'est pas légale, et quand elle n'est pas légale et quand elle ne va pas à l'objet social, eh bien, et quand en plus on s'oppose au contrôle, elle doit être remboursée. Donc, il y a déjà là tout ce qu'il faut pour qu'elle soit remboursée. Et deuxièmement, M. Vervoort, en tant que ministre de tutelle, peut très bien dire le SAMU social est bien une ASBL publique, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Dès lors, il faut diminuer le salaire de la ville de Bruxelles à due concurrence de 20 000 € et les sommes doivent être remboursées. Mais pas les sommes de 2016 ou de 2017, toutes les sommes de 10 dernières années. Donc je trouve que c'est l'occasion ou jamais de faire l'analyse du respect de cette règle qui visiblement chez certains n'a pas été faite et manifestement les contrôles de la tutelle ont été défaillants dans le passé et c'est cette question-là qu'il va falloir pouvoir aussi résoudre. Ça ne sert à rien de faire des règles si demain en réalité les contrôles ne sont inexistants, s'il n'y a pas à l'issue de ces règles que l'on a faites des sanctions. Donc mon président de parti a dit, des peines d'inéligibilité. Il ne faut plus que des personnes pareilles puissent être en position de se faire réélire. Quand on triche avec la règle, quand on va chercher de l'argent public pour aller au-delà de 200 000 €, des sommes folles, on n'est pas digne de représenter les intérêts des citoyens. Donc vous, le PS dit, Rudy Vervoort dit, ils doivent être exclus du PS, et vous vous dites, il faut qu'ils soient inéligibles, carrément. Ah, il faut que dans notre texte, ceux et celles qui transgressent la règle ne puissent plus en mesure de la faire. Vous savez, quand vous êtes allocataire social, si vous avez reçu un peu trop d'argent du CPS par rapport à votre situation, qu'il y a eu un mauvais calcul qui a été fait, dans la demi-heure, vous devez rembourser. Même si c'est l'administration qui a fait cette erreur de calcul. Donc, il n'est pas logique ici, quand il y a eu fraude, quand il y a eu véritablement, manifestement, opacité et volonté de transgresser la règle, qu'il n'y ait pas le remboursement. C'est le minimum remboursement, mais en plus, peine d'inéligibilité pour de tels actes. Alors, il va y avoir une commission d'enquête, elle va être installée mardi prochain. Qui doit y participer ? Ici, sur cette antenne, Zaka Katabi avait dit « pas d'élu de la ville de Bruxelles ». Et vous voulez étendre ça, en tout cas pour le président de la commission d'enquête, vous ne voulez pas de MR tout court. Mais la question fondamentale, c'est le conflit d'intérêts de nouveau. On ne peut pas accepter qu'un parti qui est à la manœuvre, qui est dans la majorité de la ville de Bruxelles, puisse être président de la commission. Le président de la commission d'enquête, et on le voit avec les autres commissions d'enquête au fédéral, il doit être impartial. Et l'impartialité, c'est effectivement ne pas appartenir à un parti qui a été à un moment donné ou à un autre en lien avec le SAMU social, en lien avec la politique de ceux et celles qui ont subventionné le SAMU social. Et il se fait que la ville de Bruxelles est un partenaire avec le CPS de la ville de Bruxelles, un partenaire important du SAMU social, qui a d'ailleurs facturé un certain nombre de prestations, qui a mis à disposition des immeubles et des biens et des personnes. Et donc, je trouve qu'il ne serait pas bon, il ne serait pas sain que ni le MR, ni le VLD, ni le SPA, ni le PS
soit président de la commission d'enquête. Il faut cette impartialité et dans les commissaires que les uns et les autres apporteront, les partis, choisissons la personne qui soit la plus impartiale possible, qui n'ait pas de lien structurel avec la ville de Bruxelles. Donc ça, on en saura plus mardi prochain. Alors, vous êtes quand même parfois discret sur le cas d'Armand de Decker. Vous êtes dans la majorité à Uccle, vous êtes conseiller communal, hein, vous n'êtes pas échevin, vous. Mais sur le cas Armand de Decker, est-ce que vous demandez sa démission, puisque le SPA fait pression pour demander la démission de Mayer à Bruxelles, c'est une des raisons pour lesquelles il a dû démissionner effectivement. Est-ce que là, il n'y aurait pas aussi un rôle à jouer pour Défi ? Ah, tout à fait. J'ai entendu mon président de parti, d'ailleurs, qui a rappelé la règle. Il y a aujourd'hui une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle fait un certain nombre de travaux, d'instructions, et elle va aboutir à des conclusions. Et dans ce rapport, nous verrons ce que ce rapport dira pour pouvoir, effectivement, établir les responsabilités des uns et des autres, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et si, effectivement, un certain nombre d'élus politiques ont de nouveau transgressé la règle, il faudra pouvoir en tirer les conséquences. Mais là, ce n'est pas Défi qui peut faire tout seul bouger les choses. Il faudra à ce moment-là que le Parti libéral aussi tire un certain nombre de conclusions. Et aujourd'hui, ils ne les ont pas tirées. Aujourd'hui, ils ne les ont pas tirées. Ils ne l'ont pas tiré dans l'affaire du Kazakhstan, mais ils ne l'ont pas tiré non plus dans d'autres affaires. Quand M. De Wolf demande à présider la commission d'enquête et que par ailleurs, il autorise Alain Courtois à faire exactement la même chose qu'Yvan Mayer, ça me pose un problème. On ne peut pas prétendre être impartial et de l'autre côté, ne pas condamner le fait que des personnes aient construit des ASBL et cherché de l'argent public et en même temps aient facturé leur société privée, celle de leurs amis, aux frais du contribuable. Ça ne va pas. Merci Emmanuel Debock. Demain, je recevrai Laurette Onkelings. D'ici là, bonne journée et bonne soirée. À bientôt.